enfin moi c'est relativement classique, en tout cas pour les études, hein, donc moi j'ai fait mes humanités. Après c'est pas extraordinaire, mais c'est un peu moins classique dans le sens que j'ai terminé mes études à l'armée, donc à une école de sous-officiers à Dinan. Et après, j'ai fait 15 ans au sein des forces armées. Donc voilà, ça a été ma première expérience professionnelle. Et en 1997, j'ai quitté les forces armées et je me suis lancé dans le privé. Et ce qui concernait principalement la gestion la négociation des dettes et l'analyse du risque financier. D'abord, je pense par les idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne vous aura sans doute pas échappé que de l'extrême gauche, à ce qu'on appelle l'extrême gauche, à même une certaine droite, il y a quand même une sorte de pensée unique hein, qui existe oui. Et dont il est quand même très déconseillé, si on veut faire carrière, de sortir. Donc je pense que déjà par les idées, nous sommes relativement différents, et je dirais qu'on est même différents par rapport à ce qu'on appelle les populistes. Le terme populiste, c'est utilisé quand même à tort et à travers, mais si on regarde bien ce que c'est le populisme, ce qu'est le populisme, ce que sont les mouvements que l'on qualifie de populistes, ce sont des gens qui, effectivement, moi, c'est une image que j'utilise, mais ils veulent mettre un emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'ils disent, ah voilà, il y a des problèmes d'insécurité, il y a un problème par rapport à l'immigration non contrôlée, et pour résumer, moi je dis, ce qu'ils veulent, les populistes, c'est plus de flics et moins d'immigrés. Nous, on est quand même relativement différents, dans le sens qu'on estime que tout le système est à changer. Et que si demain il y avait moins d'immigrés, mais plus de flics, ces flics, le système les utilisera contre les gens. Donc, avoir plus de flics dans un système politico-financier comme on le connaît aujourd'hui, ça ne peut pas être une fin en soi. Donc, quand je dis que nos idées sont différentes par rapport aux partis traditionnels, elles le sont aussi par rapport aux partis dits populistes, parce que les partis populistes, ils veulent un peu améliorer le système. Nous, on veut le changer profondément. S'il n'y avait pas d'immigration dans ce pays, je ferais quand même de la politique parce que j'estime qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et je ne parle même pas du Covid, hein, parce que je pense que le Covid, c'est quand même la crise du Covid. La manière dont la crise a été gérée, en tous les cas, est quand même une démonstration formidable à quel point ce système est totalement inapte à vraiment gérer les vrais problèmes. Mais au-delà de ça, en dehors même du problème Covid, s'il n'y avait pas d'immigration massive, eh bien je ferais quand même de la politique. Et Nation, effectivement, est très différent des autres mouvements parce qu'on veut effectivement changer profondément le système politique et financier dans lequel nous vivons, bien sûr. Alors, on peut le changer sans faire une révolution avec des mares de sang, hein, bien entendu, mais on est révolutionnaire dans le sens qu'on veut vraiment changer profondément les choses. Et donc, en cela, je pense que déjà, Nation est différent des autres, mais alors il y a un autre plan, certainement où là on est très différent, c'est le fait qu'on est un mouvement. Nous, on va aux élections, mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on a une vie politique et militante et activiste entre les élections. On est très présent dans la rue, enfin on essaye de faire beaucoup d'actions, et donc en cela aussi c'est très différent, c'est-à-dire que le profil des gens que vous allez voir arriver à Nation, c'est pas forcément un profil de jeunes ou de moins jeunes, peu importe, politiciens qui disent aussi là je vais faire mon petit nid, je vais faire ma carrière, je vais dire, parce qu'à Nation, ces preuves on les fait aussi dans la rue, lors d'activités, mais alors militantes, activistes, sociales, peu importe. Mais je veux dire, en cela, on est, je pense, relativement différent des autres. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais techniquement, on est assez différent des autres. Donc, je pense que ça peut être deux choses qui nous différencient des autres et qui fait que, j'espère que on a relativement beaucoup de jeunes. Je pense que s'ils sont attirés par un mouvement comme le nôtre, c'est justement pour pas se retrouver dans une sorte de MR ou de... Enfin, peu importe, ils se valent tous de toute manière. Et on ne vient pas à Nation pour une carrière, normalement. Voilà. Et ça, c'est bon signe. Parce que je pense aussi que c'est une école, l'activisme de rue, qu'il soit, je répète, hein, social, politique ou militant ou un peu plus activiste, le fait d'être militant, le fait d'être activiste, c'est la meilleure école pour faire de la politique. Parce que là d'abord, on voit le sérieux des gens,
et on voit comment dirais-je, la persévérance des gens. Et donc ça, je pense que c'est la meilleure école. Je pense qu'un bon activiste peut devenir un bon homme une femme politique. Je suis pas sûr que quelqu'un qui ne fait que de la politique pour être un bon activiste. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on est très différents des autres, oui. Eh bien, voilà, j'ai déjà un tout petit peu, je pense, répondu à cette question. C'est-à-dire que, quand je dis vieille extrême droite, c'est au niveau des idées, c'est aussi la manière de faire. C'est-à-dire qu'en règle générale, en tout cas l'image qu'on en a, mais parfois méritée, c'est que l'extrême droite, d'abord, comme son nom l'indique, c'est l'extrême de la droite. Déjà, c'est quelque chose c'est une expression, évidemment, c'est plus facile, mais c'est quelque chose que nous réfutons, pas par respectabilité, c'est le dernier de nos soucis, mais parce que même dans notre programme, ce n'est pas une bonne expression, puisque si vous regardez bien notre programme économiquement, c'est pas un programme libéral, c'est pas un programme de droite. Donc on ne peut pas être l'extrême de quelque chose que l'on refuse. Maintenant, qu'on soit radicaux, qu'on soit nationaliste, qu'on soit identitaire, on assume ça. Je parle juste de l'expression extrême droite. On ne peut pas être à la droite d'un système que l'on refuse. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc déjà par rapport aux idées, c'est-à-dire qu'on n'a rien à voir avec mais elle existe, hein, cette extrême droite. Hein, attention, hein, je ne dis pas que ça, c'est une invention. Elle existe, mais on est là aussi très différents. C'est-à-dire qu'on n'a rien à voir avec cette extrême droite libérale. Ça, c'est de 1. De 2, c'est aussi au niveau de la comment j'expliquais ça. Un autre exemple. Pendant des années, il y a 20 ans, être anti-américain, je ne parle pas de la population, hein, je parle de la politique américaine, être anti-américain dans nos milieux, on nous regardait comme des martiens. Parce que l'Amérique, et l'OTAN, ils nous défendaient contre les méchants soviétiques, etc., etc. Et nous sommes les premiers en Belgique francophone, même en Belgique tout court, je crois, à être arrivés avec un discours en disant que les États-Unis d'Amérique, je ne parle pas des citoyens, je parle de la puissance politique et militaire, étaient un des pires ennemis de l'Europe. Et qu'il fallait quitter l'OTAN. Et il y a 20 ans, tout le monde nous regardait comme des Marseillais. Et maintenant, je dois quand même reconnaître que ça a bien évolué et qu'on a bien influencé, nous et d'autres, hein, qu'on a bien influencé sur ces idées-là. Donc voilà, donc ce discours anticapitaliste, nous avons, je peux vous montrer des photos, des images, on a fait des actions ouvertement anticapitalistes. Voilà, donc sur l'anti-impérialisme, sur le côté économique, etc., on est quand même très différent de cette vieille extrême droite. Ça, c'est une chose. Et aussi, on estime, on pense, on prétend être très différent de cette vieille extrême droite par rapport aux méthodes d'action. C'est-à-dire, voilà, on est les seuls à avoir fait des actions, des occupations sociales, des soupes identitaires, on appelle ça, des actions dans la rue, des actions où on ne s'est pas laissé faire par l'extrême gauche, etc., etc. On est les seuls à faire ça. On était les premiers à avoir un site internet. Internet existait déjà depuis des années, qu'en Belgique francophone, personne ne l'avait, etc., etc. Donc je pense que sur plein de plans, aussi sur la manière de faire, on est très différent de cette vieille extrême droite, et aussi cette vieille extrême droite, il faut bien reconnaître, a fait toutes les erreurs chaque fois, tout le temps. Bon, maintenant on en a sans doute fait d'autres aussi, hein, voilà. Nous analysons tout par rapport à l'analyse que nous on fait, qu'on vit dans un système politico-financier. Qu'est-ce que j'entends par système? Système, ça veut dire que tout ça est imbriqué. Le monde politique, le monde journalistique, le monde financier. Je dirais même c'est le monde financier et les autres qui sont aux ordres. Oui. Et on pense que tout le reste ce n'est que du théâtre, quoi. Ce n'est que du théâtre. Alors il y a l'acteur Élodie Roupeau pour les uns, et puis il y a l'acteur Boucher pour les autres, et puis chacun fait son petit numéro, et finalement ils sont quand même tous au pouvoir, hein, ensemble, hein, ensemble. Hein. Quand il y a eu le gouvernement libéral précédent, quand les socialistes vomissaient dessus, mais c'est extraordinaire. Je rappelle qu'ils ont, avant ça, ils ont tous été au pouvoir ensemble. Hein. Voilà. Donc, il faut quand même un tout petit peu regarder les choses et se rendre bien compte que tout ça est, je pense, un vaste cirque. Et la meilleure preuve que c'est un vaste... Enfin, c'est pas un cirque, non, c'est pas un cirque, parce que d'abord, c'est pas drôle, en plus, c'est bien organisé. Mais je veux dire, la preuve, c'est un vrai système. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis pas un fan, hein, mais ça veut quand même bien dire quelque chose. Donald Trump. Eh bien, Donald Trump, manifestement,
il n'était pas de ce système. La preuve, regardez comment l'ensemble du monde politique, en Europe, dans le reste du monde, aux États-Unis évidemment, mais même dans sa propre administration, comment ce gars s'est fait, a eu le monde, enfin, l'ensemble du système politico-financier contre lui. Alors, moi, j'aime pas le personnage, j'aime pas la politique non plus, c'est pas ça la question. Mais les gens n'étaient pas comme ça juste parce que c'était une grande gueule ou un. Ben non, parce que on a quand même l'impression, à écouter certains journalistes, que Donald Trump était le dernier des abrutis. Ben, le dernier des abrutis qui devient président des États-Unis, quand même, hein, je veux dire. Hein, donc voilà. Et ce que je veux dire simplement par là, c'est que, sans défendre le personnage en tant que tel, il est l'exemple même qu'on vit dans un système. Et que si on n'est pas de ce système, et si on ne joue pas selon les règles du système, voilà ce qui arrive. Il y avait je ne sais pas si vous avez connu à l'époque, vous êtes un peu plus jeune que moi, je pense quand même, c'est les guignols de l'info. Je crois que c'était quand Obama a été élu. Vous savez, Obama, dont tout le monde disait formidable, il va changer l'Amérique. Voilà. Eh bien, et on voit la marionnette d'Obama qui rentre, et il rentre dans le bureau ovale pour la première fois. Et alors, il y a une sorte de secrétaire hein, qui l'informe, et qui lui dit « Bon, ben maintenant, je vais vous présenter le patron. Hein. » Et Obama dit « Comment ça, le patron ?»« Ben, c'est moi, le patron. Enfin, c'est moi. » Et l'autre, il sourit. Et il pousse, et il y a une porte qui s'ouvre comme ça. Il y a une énorme salle, ils ont des dizaines de marionnettes qui ont toute la gueule de Sylvester Stallone, pour info, et il est mis World Company, compagnie mondiale. Ouais. Et ils sont tous en train de faire de l'informatique et comment dire, des schémas économiques, etc. Et le gars arrive avec une farce comme ça, il dit voilà, ça c'est votre agenda pour les 3 prochains mois. Et le type dit mais non, enfin c'est moi qui décide, je suis le président des États-Unis. Et ils se mettent tous à rigoler, quoi. Il dit ben non, vous êtes l'employé. Et ben voilà, mais je pense, ça c'est quand même, peut-être pas aussi caricatural que ça, mais je pense que ça c'est le problème. Donc il y a un système politico-financier, surtout financier, qui aujourd'hui dirige le politique. Et ça c'est notre grand point d'achoppement, c'est que nous pensons que la politique doit diriger l'économique et pas l'inverse. Et donc, pour en venir quand même à la question originale, donc, nous situons en dehors de ce système. Et donc, on dit souvent que nous ne sommes ni de gauche ni de droite, on veut une troisième voie. Entre le socialisme, qui crée une société d'assistés, et je ne veux même plus parler du communisme, hein, les choses sont claires maintenant. Donc, entre le socialisme qui veut créer une société d'assistés et les hyper-libéraux du marche ou crève, voilà, nous, on pense qu'il y a une troisième voie possible. Et donc, c'est un terme qu'on utilise souvent. Nous sommes la troisième voie. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite. Quelqu'un disait que la gauche et la droite, ce sont deux sortes différentes d'hémiplégie mentale. Voilà. Je pense qu'on essaie de le démontrer, puisque, par exemple, sur des volets, sur des choses éthiques, par exemple, sur la sécurité, sur l'immigration, effectivement, nous avons des positions qu'on pourrait qualifier quand même de droite, hein. Mais sur les questions sociales, économiques et anti-impérialistes et politiques internationales, on aurait des positions plutôt à gauche. Donc, nous on se dit de troisième voie, ni gauche ni droite. Voilà, mais on en revient de nouveau à ce terme, hein, c'est un système. Et le système est bien cadenassé. Et c'est évidemment un scandale. Mais je pense qu'en Belgique, c'est quand même le sommet de tout, en Belgique francophone, c'est le sommet de tout. Je pense d'ailleurs qu'il y a je ne sais pas s'il y a je me demande si c'est pas la Cour européenne qui a dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales en Belgique à ce niveau-là. Je vais vous donner, le pire exemple que j'ai vu, donc d'abord, nous n'avons accès à aucun média télévisé. Jamais. C'est-à-dire la RTBF et RTL ont décidé que les partis non démocratiques, et c'est eux qui décident évidemment, ne donneront pas la parole en direct à des organisations antidémocratiques. Point barre. Point barre. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. Plusieurs autres mouvements avant nous ont fait des actions en justice. Et ils ont été déboutés. Mais de nouveau, qui sont les administrateurs de la RTBF? Ben, ils appartiennent tous aux partis politiques. Et les magistrats, ils sont nommés par qui, hein? Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais le sommet de tout, c'est un journal local. Parce que parfois, dans les journaux locaux, eux, ils jouent un peu le jeu au moment des élections, c'est-à-dire qu'ils donnent la parole, ou au moins ils parlent de toutes les listes qui existent.
Et la dernière fois, ça c'est le sommet de tout. Même le Parti populaire qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être nazi ou d'être fasciste, hein, quand même. C'était une droite populiste, mais c'était pas. Même eux, pas démocrate. Non. Vous osez ne pas être d'accord avec la politique immigrationniste, ça suffit déjà. On l'a vu encore, je ne vais pas changer de sujet, donc je vais rester là-dessus. Mais le sommet de tout, c'était dans un journal local qui fait donc le tour de toutes les petites listes et qui dit, voilà, il y a je sais pas, l'extrême gauche. Enfin, je rappelle quand même qu'on parle des organisations d'extrême gauche comme si c'était de gentils et doux rêveurs. Je rappelle quand même que le communisme est un rêve, plutôt un cauchemar, qui a tué 100 millions de personnes. Je ne veux pas dire que les morts ont plus ou moins de poids à gauche ou à droite, mais 100 millions de personnes. Je rappelle quand même que la Corée du Nord, c'est pas les bouquins d'histoire, ça existe toujours. Et à ma connaissance, c'est pas une démocratie éclairée. Ou à Cuba, il y a toujours des gens en prison. En Chine, il y a toujours des gens en prison. Donc, mais ça, eux, ça va, c'est pas grave. Si vous êtes un fan de la Corée du Nord, vous pouvez pas passer à la RTBF. Si vous dites que vous avez un problème avec l'immigration massive, là, ça ne va pas. Mais le sommet dont je vous l'ai donné, alors ils citent tous les petits partis, et puis ils disent, et il y a même une liste d'extrême droite dont nous refusons de dire le nom. Mais c'est pas du journalisme, ça. Et ça veut dire deux choses. Parce que, d'abord, ça veut dire qu'ils mentent. Ça veut dire que manifestement, ils ont très peur de nos idées. Parce que si nos idées étaient si absurdes, si méchantes, si bêtes, pas de souci, moi. Si demain, il y a un gars, je sais pas, si j'étais au pouvoir et qu'il y a un clown qui arrive avec des grandes chaussures et un gros nez et qui vient faire son numéro... Ah non, ça c'est le conseil de concertation tous les 15 jours. Mais je veux dire, allez, blague à part, si un gars arrive et est totalement ridicule et dit des choses qui n'ont pas de sens, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il passe à la télé ou pas? Au contraire, ça devrait être un tel épouvantail que les gens diraient « Ah ben non, je retourne vers les partis traditionnels ». Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même très peur qu'on puisse donner nos idées. Et deuxièmement, je prends ça comme une sorte de compliment, parce que si nous étions les gros abrutis, skinheads, bêtes et méchants qu'ils disent, même chose, c'est simple. Moi, à leur place, je dirais « Ok, Van Hatem, on le laisse 3 minutes à la télé en direct et c'est fini. Plus jamais personne ne le prendra au sérieux. » Voilà, donc, je veux dire, s'ils ont peur à ce point-là de nos idées, c'est que, elles sont sans doute bien plus qu'une plus grande partie de la population qu'on croit y serait sensible. Encore doit-elle savoir que des gens défendent ce genre d'idées. Et de deux, c'est que on n'est peut-être pas aussi mauvais qu'ils le prétendent. Oui. Voilà, c'est un réflexe pavlovien, c'est-à-dire les gens extrême droite, non, fini. Donc, quelqu'un disait le terme fasciste, le terme nazi, ça empêche d'être intelligent. Parce que ça évite de devoir être intelligent parce que vous ne devez pas débattre. C'est-à-dire que si moi je disais en hiver il fait noir plus tôt, non, je ne parle même pas avec vous. D'ailleurs, non, vous êtes fasciste, je ne parle pas avec vous. Oui, mais il fait noir quand même. Non. Ah bon, ok. Le terrorisme est un danger. Oui, non, mais si vous le dites, c'est non, je ne parle pas avec vous. Mais vous gérez la crise du Covid comme des clowns. Non, vous êtes fasciste, je ne parle pas avec vous. C'est tellement facile, ça. Encore, extrême droite, c'est gentil, Il y a fasciste, il y a nazi, il y a tchik, il y a tchik. Mais ok, mais vous savez, si vous cherchez un peu, vous trouverez qu'il y a il y a plus de 20 ans. Moi, ça fait 32 ans que je fais la politique, je ne sais plus. Oui, Van Hatem, quand il avait 19 ans, oui. Moi, j'ai eu de la sympathie pour les régimes forts et j'assume. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent, ça, que j'aimais bien la musique militaire quand j'avais 19 ans. Les gens, ils veulent savoir s'ils vont retrouver leur liberté, s'ils vont retrouver leur emploi, s'ils vont pouvoir sortir sans se faire agresser. C'est ça qui intéresse les gens, C'est pas de savoir si, à 19 ans, il m'est arrivé de regarder, avec un peu les yeux de Chimène, une armée ou l'autre défiler au pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on démontre aux gens que notre programme est nul. Et là, je serai le premier à dire, ok, voilà, au moins on m'a laissé m'exprimer. Alors j'ai pas pu, ou j'ai pas su, ou mes arguments n'étaient pas bons. Mais comme ça, c'est un peu facile. Mais effectivement, vous avez raison. Ouais. C'est un procès d'intention, et c'est
Vous savez, hein, je me mettrai à genoux, je me mettrai à pleurer, j'apprendrai l'hébreu pour montrer à quel point je ne suis pas antisémite. Ils continueront à dire oui, mais non, mais vous êtes d'extrême droite. Quand ils traitent Dieudonné de nazi, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une incompatibilité majeure pour Dieudonné d'être nazi, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Ils traitent Zemmour de fasciste, de raciste, presque de nazi. Si vous permettez, quand on entend nos politiciens belges et européens qui donnent des leçons à Poutine, ou qui donnent des leçons au monde entier sur la démocratie. Mais si on regarde bien, Poutine, la Russie, c'est un régime fort, on est bien d'accord. Mais au moins, il assume. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils disent « Oh, Poutine a arrêté, ils ont arrêté 1 millier de manifestants. » Oui, 1 millier de manifestants, à l'échelon russe, c'est pas non plus, hein, mais enfin, ils ont arrêté 1 millier de manifestants. Ah oui, et qu'est-ce que, avec les gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens n'ont pas été arrêtés, peut-être. Avec, comment dirais-je, enfin... Pardon, manifestation pour le RECA aussi. Oui, voilà. Et même, regardez la censure sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, alors, et après, oh là là, quelle horreur. Moi, je me souviens, on ne peut pas me soupçonner de sympathie, mais je me souviens, à l'époque, quand il y avait eu un début de révolution en Iran, de contre-révolution en Iran, il y a 10 ans, la première chose que le monde occidental disait, « Oh, et vous vous rendez compte, ils contrôlent Internet. » Mais quand Twitter censure Trump, décidément j'ai un problème avec les présidents américains, avec Trump, là ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous voyez ? La crise du Covid les a aidés, parce que, je rappelle quand même, ça aussi c'est une histoire de fou, hein, le gouvernement qui était en affaires courantes avait 37 députés. Sur les 240, je pense, ou je ne sais plus, qu'on a, j'ai plus en tête. 37 députés, c'est-à-dire une minorité vraiment très minoritaire, c'est le cas de le dire. Eh bien, grâce à l'effet du Covid, tous les autres partis leur ont voté les pleins pouvoirs. Un gouvernement en affaires courantes à qui on vote les pleins pouvoirs. Alors, le prétexte de oui, mais vous comprenez, c'est la crise du Covid, etc. Et de là, on débouche sur quoi? Sur un gouvernement qui est minoritaire en Flandre. Et je pense que tout est bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde politique ne pense même plus à demain. C'est ok, chaque jour suffit sa peine, on est au pouvoir. C'est ça le problème, on est le mal absolu, et tous les journalistes qui sont quand même de plus en plus politisés, pour eux, contre le mal absolu, tous les trucs sont bons. Il n'y en a pas une fois qui dirait, je dis pas qu'ils doivent dire qu'on est gentil, sympathique et qu'on a raison, mais c'est un a priori à ce point-là que vous n'avez pas en Flandre. Moi, j'ai eu affaire à des journalistes en Flandre, des journalistes de gauche, hein, pas des amis. Hein. Mais c'est un autre monde. Hein. La première année des Gilets jaunes, où on était très présents quand même aussi, moi j'ai vu des gens qui n'étaient absolument pas politisés et qui s'en prenaient à la presse. Or eux, voilà, c'était pas des gens de nation, c'était pas des gens d'un autre groupe, c'était simplement des citoyens. Et qui en avaient marre de la version qu'ils estimaient injuste ou pas objective de la presse. Et vraiment, les médias, bon, ils ont eu chaud, hein, et on y était pour rien. Hein. Et vraiment, les médias ont eu chaud. Quand vous voyez des manifestations encore aujourd'hui ou des actions par rapport au Covid, d'associations qu'on ne peut pas soupçonner d'être d'extrême droite, voilà, eux-mêmes le disent. C'est la manière dont les médias en parlent, ça ne va pas, etc., etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement un problème à ce niveau-là, mais je pense qu'on est un petit pays, la presse est subsidiée, il ne faut pas oublier ça, et elle est très politisée. On est évidemment opposé à l'Union européenne. On est opposé à l'Union européenne pour plein de raisons. D'abord, on est très opposé à une vision du monde, c'est le cas de le dire, qu'on appelle le mondialisme. C'est-à-dire qu'on pense ça fait partie de la pensée unique, une volonté de diminuer la souveraineté de tous les États et d'aller vers une sorte de gestion mondialisée des pays. Et on pense que l'Union européenne s'en fait partie, et d'ailleurs Jean-Marie Le Pen appelait ça l'euromondialisme, mais je pense qu'il avait tout à fait raison. Et donc ça c'est une des choses. La deuxième, c'est qu'évidemment, tous ces gens qui nous dirigent ne sont pas élus
Ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Dans des pays occidentaux, on a le mot démocratie tout le temps en bouche. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a Madame von der Leyen et la chef de l'Union européenne, qui fait des remarques à Poutine, il y a quand même une différence. C'est que Poutine, alors peut-être qu'on va me dire que l'élection est un peu curieuse, mais Poutine, lui, il a été élu. Madame von der Leyen ne l'est pas. Charles Michel ne l'est pas. Donc, voilà, déjà, être dirigé, parce que c'est ça, de plus en plus, c'est l'Union européenne qui donne des ordres aux États souverains, qui le sont de moins en moins, donc être dirigé par des technocrates non élus, c'est déjà, ça ne va pas. L'Union européenne d'aujourd'hui, ça me fait penser à l'Union soviétique d'avant. C'est-à-dire des gens qui lancent des grands projets. Hein. Vous savez, chez les soviétiques, ils appelaient ça des plans quinquennaux. Ils faisaient des grands plans, ils planifiaient tout. Le communisme, c'est ça, c'est l'économie planifiée. Il n'y a pas de mauvaises choses dedans, mais enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand vous faites ça, mais en plus en étant soumis aux lois du marché, comme sont les technocrates de l'Union européenne, eh ben, vous n'avez que des catastrophes. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que ça ne va pas. Et en plus, l'Union européenne, si c'était une vraie union, une union dans le sens de tous collaborer ensemble, pourquoi pas. Mais là, c'est l'Union européenne qui veut imposer, pas toujours avec succès, aux populations européennes une manière de vivre. Je donne un exemple. Si la grande majorité des Polonais a envie est contre la loi ou est contre tout avortement, l'Union européenne n'aura pas à dire que c'est bien ou c'est pas bien. Si la Hongrie a envie de fermer ses frontières, c'est pas l'Union européenne de lui imposer de les ouvrir ou pas, en tout cas selon notre point de vue. Donc on n'est pas contre le concept européen, au contraire, on pense que face au grand bloc, la Chine demain, même demain, tantôt je veux dire, hein, parce que vraiment ça devient très puissant et très, très fort, face aux États-Unis, nous on pense qu'il faut une grande Europe, mais une Europe d'abord de Brest à Vladivostok. J'ai rien contre les États-Unis d'Europe, mais sur un plan diplomatique, sur un plan militaire, sur la monnaie, ça se discute, mais pas géré comme ça, mais sur la monnaie, ça se discute. Mais pour tout le reste, pour la vie des États, ça doit être comme aux États-Unis. Aux États-Unis, un État peut décider d'appliquer la peine de mort ou pas. Peut choisir, selon les habitants, selon le choix des habitants, qui est l'avortement ou pas, etc., etc. Eh bien, ça devrait être comme ça. C'est-à-dire, on devrait fonctionner, tous les pays de l'Europe pourraient travailler ensemble, mais sur un plan international, sur un plan même peut-être économique, mais au niveau de la manière, les choix sociétaux, ça doit rester de la souveraineté des pays. Donc, on est souverainiste. On est pour que chaque pays garde sa souveraineté et puisse continuer à décider comment vivre et selon quelles valeurs, mais on n'est pas bêtement contre un travail en commun au niveau européen, certainement pas au niveau de la diplomatie et certainement pas au niveau militaire, parce que ça aussi, je veux dire, je pense que si demain la Belgique menace d'envoyer sa flotte en Méditerranée, ça ne va pas avoir le même effet que si c'est la flotte russe, hein, bien sûr. La défense des animaux, l'écologie, le droit des femmes, etc. Donc on pense que c'est quand même, j'appelle quand même que les femmes, juste a priori, jusqu'à nouvel ordre, sont quand même à peu près la moitié de l'humanité, donc c'est quand même un point relativement important. Et donc on pense que ce sont des points spécifiques qui doivent être traités de manière spécifique. Et aussi, de nouveau, par des activités. Parce que c'est bien de mettre dans son programme de parti des choses par rapport aux droits des animaux, aux droits des femmes, mais c'est bien aussi d'essayer de les mettre en pratique tous les jours dans la vie militante, politique et sociale. Je vais vous donner un exemple. Dire que les droits des femmes, il faut être féministe, etc. Ok. Combien de partis politiques, et on l'a fait, il y a des preuves, hein. Nous, on a été... Allez, vous allez me dire, mais c'est tout bête, mais... tout le monde parle des SDF. Et là aussi, il y a une sorte de gendarmisation de la chose. C'est-à-dire, en règle générale, quand on parle des SDF, vous n'avez jamais remarqué qu'on donne toujours un volet masculin à ça. Vraiment, dans les opinions SDF, on parle d'un clochard. Vous entendez rarement parler d'une clocharde. Hein? Or, il y en a.
Il y en a pas, clochard, c'est pas le bon expression, mais c'était... Hein. Oui, Mais oui, il y en a, oui. il y a beaucoup de femmes qui sont très précarisées, etc. Eh bien, par exemple, avec le cercle féminin, mais il faut avoir une femme pour penser à ça. Parce que moi, je n'y aurais pas pensé. Eh bien, quand on faisait des activités sociales, ça c'était pour tout le monde, mais elle pensait, par exemple, et elles l'ont fait, on en a dans certains, parce qu'on en est à un point qu'à Charleroi ou à Namur, et même à Namur, qui est en théorie très bourgeois, il y a presque des camps, hein. Il y a des endroits où vous cherchez un tout petit peu en dehors du centre-ville, un peu dans des parcs ou dans des endroits, des anciennes usines, etc. Et vous trouvez des sortes de campements. Hein. Voilà. Ça, ni Boucher, ni Di Rupo, ils peuvent vous le dire, hein, parce qu'il y a longtemps qu'ils n'ont plus fréquenté. Hein. Et donc, et elles avaient pensé à deux choses. C'est, comment dirais-je, des serviettes hygiéniques. C'est tout con, hein. Mais quand on est en précarité, hein, voilà. Important, ouais. Et alors, elles avaient rassemblé des petits kits de produits, pas de beauté, mais enfin oui, de beauté, ouais, même pas des trucs, pas chez Dior, mais le minimum. Parce qu'elle disait, même quand on est dans une situation un peu difficile, pour le moral, c'est tout con, mais ça peut être bien pour une femme. Voilà. Eh bien, s'il n'y avait pas eu le cercle féminin, honnêtement, je n'aurais pas pensé à ça.